bien fouillé concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Et Steve Nyungekwa sur la mise en onde. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce dimanche 27 décembre 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. Gitega envisage redynamiser la compagnie Air Burundi dans le cadre de rejoindre les pays de la sous-région en matière de transport aérien. Les parents d'élèves des écoles à régime et d'internat plaident pour la revue à la baisse des frais scolaires. Dans la rétrospective 2020, ce dimanche, nous abordons la rubrique Justice et droits de l'homme. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Recrudescence de vol dans les ménages en province Cibitoke, surtout pendant ces jours de fin d'année. Les voleurs sont généralement des Imbonerakure qui prétendent effectuer des rondes nocturnes. Les détails avec Balthazar Mibour. Les habitants de la province Cibitoke dénoncent des cas de vol qui se sont multipliés depuis une semaine. Le chef-lieu de la province Cibitoke et certaines communes d'Orugombo et Buganda font partie des cibles selon la population. Des portes sont défoncées et les biens se trouvant à l'intérieur volés, notamment les chèvres, les poules et autres, témoignent les habitants. Les cas de vol dans les champs se sont également multipliés. Les habitants évoquent le vol du maïs, le haricot, le manioc et la banane. Cette situation inquiète de nombreux habitants dans la mesure où 8 personnes ont été arrêtées et ensuite relâchées sans être jugées. Les habitants de Cibitoke pensent que ces voleurs sont des agents de sécurité et des miliciens Imbonerakure affiliés au parti CNDD-FDD. La situation s'est empirée pendant cette période des fêtes de Noël et de Nouvel An. Ces habitants disent qu'ils ont décidé de monter des gardes et de se faire justice une fois qu'ils attrapent ces voleurs. Les autorités des communes Rugombo et Buganda confirment ces informations et demandent à ces habitants de veiller ensemble à la sécurité et quand ils attrapent un voleur, de le livrer aux autorités habilitées pour être poursuivis conformément à la loi. C'était un reportage signé Balthazar Mibour dans notre série de reportages consacrés aux enquêtes menées par la RPA en rapport avec les actes illégaux faits par un groupe de 9 personnes qui se réclament attributaires légales et qui se sont confiées actuellement à la CNTB. Aujourd'hui, nous revenons sur une ligne directrice qui avait été donnée par différentes institutions du pays pour clore une fois pour toutes la question des terres de Kizingwe Nyabugete. Une ligne directrice est basée sur le fait que les terres de Kizingwe et Nyabugete ne sont pas domaniales. Le point avec Éloge Divin Lemèche. Au mois de mai 2019, les propriétaires de parcelles de Kizingwe Nyabugete réunis au sein de l'association APPN ont adressé une correspondance au deuxième vice-président de la République pour lui demander de ne pas valoriser le procès verbal de la réunion de la Commission foncière nationale qui s'était tenue en date du 29 septembre 2018. Une commission sous tutelle de la deuxième vice-présidence. Le contenu de ce procès verbal semblait donner raison aux attributaires de parcelles octroyées en 2003 par Jacques Bigirimana qui était le chef de zone Kanyosha. La lettre de la PPN adressée au deuxième vice-président avec une copie pour information au ministre de la Sécurité de cette époque, Alain Guillaume Bunyoni, a poussé ce dernier à écrire une correspondance notifiée top secret au deuxième vice-président et dont une copie pour information a été adressée au premier vice-président. Dans sa correspondance, le ministre Alain Guillaume Bunyoni a rappelé que plusieurs institutions du pays, en l'occurrence la Cour suprême, la présidence de la République, différents ministères et anciens maires de la ville, se sont déjà prononcés sur la non-domanialité des terres de Kizingwe Nyabugete. Alain Guillaume Bunyoni disait que, sur base des arrêts de la Cour suprême, le gouvernement avait indemnisé les propriétaires de parcelles que l'État avait utilisées pour des activités d'intérêt public. La lettre de Bunyoni rappelait également le contenu des conventions faites entre la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat et la PPN au moment de la viabilisation, et le ministre de solliciter le respect de ces conventions. Après que le ministre de l'État ait donné cette ligne directrice, au mois de janvier 2020, une commission a été mise en place au sein du ministère des Travaux publics et de l'aménagement du territoire pour analyser le conflit entre les membres de la PPN résidant dans la phase 1 et 2, ainsi que les attributaires de parcelles données par Jacques Bigirimana et représentés par 9 personnes.
personnes. Le nœud du conflit était que ces 9 personnes accusaient la PPN et la direction de l'urbanisme de les avoir écartés au moment de l'octroi des parcelles faits après les travaux de viabilisation. Cette commission a, dans son rapport, montré que les terres de Niabouguété appartiennent à la population et a parlé des lois enfreintes par le chef de zone Kanyosha et le maire de la ville en distribuant illégalement des parcelles en 2003. Après, elle a demandé au gouvernement de respecter les conventions qu'il a signées avec la PPN et valoriser le rapport de la commission interministérielle de 2007, l'ordonnance de 2011 du ministère de la Justice portant annulation de tous les titres de propriété établis sur Niabouguété, ainsi que les différentes correspondances du maire de la ville et administrateur de la commune Moura qui alertaient sur des conséquences néfastes qui peuvent découler de cette problématique des terres de Niabouguété. Et pour résoudre définitivement la question de Niabouguété et éviter les conflits qui pourraient naître de cette situation, cette commission a dit que les attributaires de parcelles de Niabouguété doivent être découragés afin qu'ils ne puissent plus user des titres de propriété déjà annulés par le ministère de la Justice en 2011. Merci Éloge Divin. Remesha et le Burundi comptent rejoindre la sous-région en réformant la compagnie de transport aérien Air Burundi. Dans ce cadre, le gouvernement s'engage à mobiliser les fonds nécessaires et prendre d'autres mesures d'accompagnement pour redresser la compagnie. L'actionnariat de la compagnie devrait être constitué par 2 sociétés avec comme 3e actionnaire et actionnaire principal l'État du Burundi. Emile Nibasumba nous en dit plus. Burundi Airlines. Voilà le nom que le gouvernement burundais compte donner à sa nouvelle compagnie aérienne. Une compagnie qui devrait remplacer Air Burundi, dont les activités ont été suspendues depuis 2009. Le dossier était à l'ordre du jour dans le Conseil des ministres du 17 décembre. Il a également été débattu au Conseil des ministres du 24 décembre dernier. C'est à cette date-là que ce projet proposé par les services de la primature a été adopté. L'une des étapes pour arriver à la création de cette nouvelle compagnie, c'est d'abord la fusion des sociétés Air Burundi et la Sobugeya, la société burundaise de gestion des entrepôts et d'assistance des avions à escale. Pour accélérer le processus, le Conseil des ministres a recommandé de prendre des mesures nécessaires et urgentes permettant la bonne gestion du patrimoine de la Sobugeya et de Air Burundi. Le Conseil a demandé qu'on procède au recouvrement, même forcé, chez le personnel de l'Air Burundi qui doit de l'argent à la société et qui ne voudrait pas rembourser. L'autorité d'Air Burundi a même été autorisée à faire appel au ministère de la Sécurité et celui de la Justice. Selon le communiqué de presse du Conseil des ministres du 24 décembre, dans la nouvelle compagnie qui devrait remplacer Air Burundi, l'actionnariat proposé est constitué par l'État du Burundi qui devrait y mettre 92% d'actions, la Sokabu 4% et la Sabena en faillite 4%. La compagnie aérienne Air Burundi avait été créée en avril 1971, mais avait démarré ses activités en 1975. En 1996, la guerre civile a eu des incidences sur le transport sous toutes ses formes dans le pays, y compris les activités de Air Burundi qui ont été paralysées. La compagnie Air Burundi a continué à fournir des vols réguliers uniquement vers les villes régionales voisines, mais en 2007, en raison des problèmes techniques, elle a temporairement suspendu ses opérations. En 2008, Air Burundi a été relancé avec un réseau beaucoup plus petit, assurant des vols quotidiens vers Kigali au Rwanda et Entebbe en Ouganda. En septembre 2009, l'incapacité d'obtenir un financement adéquat pour la révision de ces avions a conduit à la suspension des opérations de la compagnie aérienne. Le seul aéronef en service, un Beechcraft 1900, avait atteint le nombre maximal d'heures de vol. L'avion a été transporté en Afrique du Sud pour y subir des opérations de maintenance régulières. Le coût de maintenance était évalué à au moins $1 million américains. Depuis, l'avion n'est jamais réapparu. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Certaines familles des provinces Karusi, Gitega et Rutana demandent au gouvernement de revoir à la baisse les frais scolaires payés par les élèves internes vu les conditions de vie précaires de leurs parents. Des parents obligés de vendre leurs biens pour envoyer les enfants à l'école. Emmanuel Niungeko pour plus de précisions.
Certains parents d'élèves des écoles à régime d'internat dans les provinces Karusi, Gitega et Rutana qui se sont confiés à la rédaction de la RPA font savoir que le montant de 43 000 francs payé par chaque élève et par trimestre est exorbitant. Ces frais sont payés depuis l'année scolaire 2018-2019. Avant, le Minerval était à 15 000 francs par trimestre. À 5 jours seulement du début du deuxième trimestre, certains parents ne savent pas où ils vont trouver cette somme de 43 000 francs. À cela s'ajoutent les frais de déplacement, le matériel nécessaire utilisé par les élèves internes, les frais destinés aux enseignants bénévoles et l'argent de poche. Certains parents font alors recours au petit bétail qu'ils vendent pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants à l'école. Ils vendent notamment les chèvres, moutons, porcs ou encore les poules. Ils déplorent cependant le fait que les prix de ce petit bétail deviennent dérisoires lorsque la rentrée scolaire approche. Des fois, certains élèves préfèrent poursuivre leurs études dans les écoles qui leur sont proches, mais qui n'ont pas d'internat suite au manque de moyens. Étant alors externe, chaque élève paie le Minerval de 7 000 francs par trimestre. Les parents dans ces provinces demandent ainsi que le Minerval aux écoles à régime d'internat soit fixé à tout au plus 20 000 francs au lieu de 43 000 francs par trimestre. Et le gouvernement devait revoir à la hausse les subsides destinés à chaque élève à l'internat pour qu'elle passe de 800 francs à au moins 1 500 francs. Merci Emmanuel Nyungeko. Les usagers du transport en commun dans les quartiers du nord de la ville Bujumbura se plaignent du mauvais état des bus de transport. Des fois, les sièges vétustes déchirent les habits des passagers ou encore les blessés. C'est un reportage signé Rachel Kagisi. Ces usagers du transport en commun qui se lamentent sont ceux des quartiers de la commune Nahangwa au nord de la ville de Bujumbura. Ils indiquent que certains véhicules laissent des pièces en pleine route ou encore tombent en panne avec des passagers à bord. Des sièges en mauvais état déchirent les vêtements des passagers ou blessent les passagers, indique ce citoyen. Ces bus laissent des pièces en pleine route et tombent souvent en panne avec des passagers à bord. Il faut embarquer prudemment pour que les vêtements ne soient pas déchirés ou encore être blessés. C'est vraiment déplorable. On est exposé à des cancers. Des clients sont souvent en conflit avec les chauffeurs de ces bus. Une fois les vêtements déchirés et qu'on s'adresse au convoyeur, ce dernier est injurié plutôt avec arrogance. Les usagers de ces bus regrettent le fait que la police de roulage ne réagit pas par rapport au mauvais état de ces véhicules. Des policiers se contentent plutôt de collecter de l'argent comme pot de vin pour laisser ces véhicules circuler normalement, déplorent les usagers. Merci Rachel Kagissier. Les infrastructures publiques sont négligées au Burundi. Le manque de l'esprit patriotique chez les autorités du pays en est l'une des causes, déplore Frédéric Ebamvoguignouvilla, ancien vice-président de la République. Ce dernier se réfère sur la destruction de certaines routes dans le pays et qui ne sont pas réhabilitées. Les différentes autorités se contentent de s'enrichir illégalement sans se soucier des intérêts publics, souligne-t-il. On l'écoute. Le gouvernement CNDD-FDD a eu de la peine à pouvoir stabiliser politiquement le pays pour que justement les gens viennent investir au Burundi et qu'ils puissent continuer à être appuyés par ces organisations. Le deuxième problème, c'est la priorisation. Comprendre où sont les urgences, où est-ce qu'il y a de l'importance pour tel budget, c'est peut-être la grande préoccupation. Est-ce que les routes et les ponts constituent une préoccupation pour ce pouvoir? Constituent-ils des urgences pour ce pouvoir? On ne sait pas. Et ça dépend justement des priorités d'un gouvernement. Et à côté de cela, il y a le conflit entre les intérêts privés et les intérêts publics. En principe, les responsables au sommet de l'État doivent s'occuper des intérêts publics. Mais dès lors qu'il y a une course vers la protection des intérêts privés, la protection des hommes qui doivent accomplir ceci ou cela, que vous constatez qu'il y a eu de la corruption dans un domaine donné, au lieu d'oser justement poursuivre les personnes qui se sont impliquées dans cette corruption,
vous dites, voilà, il est de mon parti, voilà, il nous est très cher, il nous est important, donc il ne faut pas le toucher. Je me souviens de ce qui se passait avec la route justement Bujumbura-Rumongue, qui allait être réhabilitée, reconstruite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais le responsable, il a été appréhendé, j'étais en prison, mais il est resté là le temps de la rosée. Donc c'est pour dire que la question qui est posée, au-delà de peu peut-être des moyens que nous avons, mais il y a aussi la corruption à l'intérieur du système. C'est NDD, FDD, ce qui cause énormément de problèmes. Donc, et avec la corruption, avec le problème de budget, on ne peut pas prétendre justement reconstruire, réhabiliter des routes, réhabiliter des ponts. Alors ça va continuer à se détériorer. C'était Frédéric Bamvuginyumvila, ancien vice-président de la République. Les réfugiés burundais du Canton d'Outa en Tanzanie se réjouissent de la façon dont ils ont célébré la fête de Noël, malgré les mauvaises conditions de vie auxquelles ils sont confrontés. Ils déplorent cependant l'attitude de la police tanzanienne qui a procédé ce même jour de fête aux arrestations de certains réfugiés, sans toutefois révéler le mobile de ces appréhensions. Le point avec Onésime Dushimagidze. Malgré la pauvreté qui mine les réfugiés, nous avons tout fait pour avoir de nouveaux vêtements pour nous et pour nos enfants. Vraiment, nous étions bien habillés. Les chaussures étaient trop chères, mais nous les avons achetées quand même pour nos enfants. Ce sont les réfugiés du Canton d'Outa en Tanzanie qui se félicitent pour avoir bien organisé la fête de Noël malgré les mauvaises conditions de vie auxquelles ils sont confrontés. Ils se réjouissent d'avoir préparé leur nourriture préférée, bien que le prix de la viande ait été revu à la hausse. Le HCR a contribué en nous octroyant un peu de riz. S'agissant de la viande, certains se sont mis ensemble et ils ont acheté du bétail à abattre. D'autres ont fréquenté le marché pour s'en procurer, mais le prix avait monté. 1 kilogramme de la viande de chèvre coûtait 8 000, tandis qu'un kilogramme de la viande de vache s'achetait à 7 000 shillings, alors qu'il était à 6 000. La demande était assez élevée, mais on avait abattu beaucoup d'animaux. Le poisson en provenance de Kigoma était lui aussi sollicité. 15 vaches et une trentaine de chèvres auraient été abattues le jour de Noël au Canton d'Outa, comme l'indiquent certains réfugiés de ce camp. Mis à part la nourriture, ces réfugiés affirment qu'il y avait beaucoup à boire. Ils précisent que la plupart d'entre eux avaient acheté de nouveaux vêtements pour eux et pour les enfants. La boisson y était en abondance. Ils avaient bien préparé cette fête. Nos enfants avaient de nouveaux vêtements et de chaussures neuves. Vraiment, on était bien habillés. Il n'y avait pas de problème. Les problèmes ont été éclatés vers la fin de la journée quand des policiers tanzaniens ont procédé aux arrestations de certains réfugiés. Un comportement qui a été qualifié par ces réfugiés d'actes de menace et d'intimidation, d'autant plus que les victimes de ces arrestations ne s'accusaient d'aucune infraction. Vers la fin de la journée, lorsque chacun se dirigeait vers son domicile, on a vu un véhicule de la police tanzanienne à bord duquel il y avait des policiers. Ces derniers ont procédé aux arrestations et ils ont embarqué plus de 30 hommes. On ignore le mobile de ces arrestations. Les victimes sont toujours incarcérées au cachot de la police ici au camp. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables du Canton d'Outa et de la police tanzanienne dans cette localité afin qu'ils donnent de la lumière sur le mobile de ces arrestations. Merci à Onésime Dushimagidze. Dans quelques instants, la page rétrospective. L'appareil judiciaire a continué à être instrumentalisé par le régime en place du CNDD-FDD pour des mobiles politiques. Les violations des droits de l'homme se sont multipliées d'une manière exagérée même après l'investiture du président Évariste Ndayishimiye. RPA revient sur les grands faits qui ont marqué cette année dans le domaine de la justice et des droits de l'homme. Trésor Nyongao.
L'instance judiciaire est l'un des pouvoirs clés dans le pays. Le pouvoir judiciaire devrait alors fonctionner de manière indépendante dans le but de rendre une justice équitable à tous les citoyens, comme c'est stipulé dans la constitution du Burundi. Le pouvoir judiciaire devrait également garantir le respect des droits de l'homme dans le pays en sanctionnant toute personne qui viole les droits humains en général. Comment se présente la situation des droits de l'homme depuis le début de l'année 2020 jusqu'à aujourd'hui et quelle a été l'attitude de l'appareil judiciaire durant toute cette année, au moment où certains citoyens déplorent que l'appareil judiciaire a été instrumentalisé par le pouvoir du CNDD-FDD. Les invités de cette rétrospective vont nous expliquer ce qu'est la politisation de l'appareil judiciaire, ses conséquences, ainsi que les auteurs de l'instrumentalisation du secteur judiciaire. Nos invités sont Maître François Nyamoya, le secrétaire général du parti MSD, et Maître Lambert Nigarura, un des défenseurs des droits de l'homme au Burundi. Au micro, c'est Nadège Lakodze. Bonsoir et bienvenue. Encore une fois, bienvenue. Comme nous l'avons mentionné tout au début, nous allons revoir ensemble ce qui a caractérisé les secteurs de la justice et des droits de l'homme. Mais avant de donner la parole aux invités, mon confrère Trésor Nyongabo va revenir sur les principaux faits qui ont marqué ces secteurs durant toute l'année 2020. L'année 2020 a été caractérisée par l'exagération des violations graves des droits de l'homme. Cela est apparu dans de nombreux rapports des organisations de la société civile. Pour ce qui est des atteintes au droit à la vie, ces organisations ont répertorié au moins 368 personnes assassinées, dont nombreux après leur enlèvement. Parmi ces personnes, 278 ont été assassinées depuis l'investiture du nouveau président de la République. Les victimes de ces violations sont essentiellement constituées de membres du parti CNL, d'anciens militaires de l'ex-FAB et de jeunes gens de la composante sociale Tutsi. Aux crimes d'assassinat après enlèvement viennent s'ajouter les cas de torture. En tout, les organisations de la société civile ont relevé 182 personnes torturées, y compris des femmes. Les présumés auteurs sont la plupart des fois identifiés parmi les éléments de la police, du service national de renseignement en collaboration avec des administratifs et de la milice Imbonerakure du CNDD-FDD. Cependant, bien que ces violations contre le droit à la vie soient incorporées dans la législation burundaise, le pouvoir du CNDD-FDD semble encourager ou tout au moins tolérer la commission des actes car les responsables jouissent d'une impunité presque absolue. À cela s'ajoutent les arrestations et détentions arbitraires avec mobile politique. Comme documenté par l'IDHB dans la série Le prix mortel de l'opposition, le CNL, principal challenger du parti au pouvoir, a déclaré que plus de 260 de ses membres avaient été arrêtés ou détenus pendant la période post-électorale et électorale de 2020. Néanmoins, malgré l'investiture d'Évariste Ndayishimiye, la situation des droits de l'homme ne s'est pas améliorée, ce qui n'a pas surpris plus d'un, étant donné que dès son accession au pouvoir, le numéro 1 burundais s'est entouré des faucons de son parti politique, dont certains sont accusés de graves violations des droits de l'homme et se trouvent sous sanctions internationales. Les organisations de la société civile citent entre autres le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni ainsi que Gervais Ndirakobucha alias Ndakugarika, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Des arrestations arbitraires ont également suivi les attaques des mouvements rebelles dans plusieurs provinces du pays. Au cours du mois d'octobre 2020, plus de 150 réfugiés congolais rwandophones et Banyamulenge ont été arrêtés. Des arrestations qui ont fait suite à un appel lancé par le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye. Au cours de cette même année 2020, il s'est également manifesté de nombreux cas de viols et autres violences sexuelles contre des femmes et des filles, dont certaines ont été par la suite exécutées. L'année 2020 a été également caractérisée par de nombreuses violations des droits des prisonniers suite à la sursaturation des maisons carcérales. En effet, plusieurs prisonniers ont déjà purgé leur peine, tandis que d'autres sont encore sous les verrous alors qu'ils avaient été graciés par le président Feu Pierre Nkurunziza. La justice burundaise a été également caractérisée par des modifications des chefs d'accusation. À titre illustratif, les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu arrêtés pour complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État, mais emprisonnés pour complicité impossible de la sécurité de l'État. L'an 2020 touche à sa fin avec la libération de ces journalistes après la grâce présidentielle. Cependant, ils ont été tenus de s'acquitter de l'amende
leur infliger. Maître Lambert Nigarura, un des défenseurs des droits de l'homme au Burundi, explique la politisation de l'appareil judiciaire en s'appuyant sur des exemples concrets. On parle de la politisation de l'appareil judiciaire quand le pouvoir judiciaire est instrumentalisé, quand il est utilisé pour des fins purement politiques, et bien évidemment par le pouvoir exécutif. On retrouve généralement cette situation de fait dans les pays où il y a des régimes dictatoriaux, comme c'est le cas d'ailleurs au Burundi. Je dirais tout de même que depuis l'indépendance du Burundi, les différents régimes qui se sont succédés ont toujours manipulé la justice, ont toujours instrumentalisé, politisé la justice burundaise. Malheureusement, le parti CNDD-FDD au pouvoir aujourd'hui n'a jamais voulu changer la donne pour laisser cette mauvaise pratique. Par contre, depuis son avènement au pouvoir, non seulement il a manipulé la justice, mais aujourd'hui, la justice est plutôt utilisée comme un outil de répression contre tous les opposants politiques, supposés ou réels, pour faire taire toutes les voix discordantes des partis au pouvoir. Cela donc est traduit par le fonctionnement de la justice elle-même, le traitement des affaires qui étaient de nature juridique, mais qui actuellement sont traitées suivant les intérêts politiques, suivant les intérêts des membres du parti au pouvoir CNDD-FDD. À titre illustratif, les prévenus ne sont pas poursuivis sur base des infractions dont ils sont allégués, mais plutôt les dossiers sont traités suivant l'appartenance politique des prévenus. Et l'exemple typique, c'est Germain Rukuki, un défenseur des droits humains, qui a été arrêté en juillet 2017 pour l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le ministère public n'avait pas de preuves, n'avait pas d'arguments pour convaincre le juge, mais cela n'a pas empêché que la justice condamne froidement, dans une précipitation inouïe, Germain Rukuki à 32 ans de prison. Parallèlement, Melchior Denzo-Fabarouche, un membre influent du parti au pouvoir, il a appelé les membres du parti au pouvoir à massacrer les opposants qui ne voteront pas oui au référendum à la révision de la Constitution et les jeter dans le lac pour nourrir les poissons du lac Tanganyika. Comme ça a créé une polémique, au lieu d'être poursuivi suivant la fameuse procédure de flagrance qui est utilisée généralement pour les opposants, il a été arrêté pour calmer la situation, poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État comme Germain Rukuki, mais lui, il a été condamné uniquement à 3 ans de servitude pénale. Aussitôt, il a interjeté appel et il a été acquitté et sorti de la prison 3 mois plus tard, tandis que même aujourd'hui, Germain Rukuki, la procédure de son affaire est toujours trop lente. Voilà la justice burundaise. Au lieu de traiter l'affaire suivant l'ampleur de l'infraction et traiter les prévenus de la même manière, sur le même pied d'égalité, la justice burundaise analyse beaucoup plus l'appartenance politique du prévenu. Permettez-moi aussi de revenir sur l'affaire de l'assassinat du président démocratiquement élu Melchior Ndadaye, assassiné en 1993. L'affaire a été ouverte en 2019. À la veille des élections générales, le parti au pouvoir avait déjà perdu la popularité de la population suite à la mauvaise gouvernance. Il a décidé d'ouvrir ce dossier 27 ans après, au moment où la législation, la loi pénale avait déjà changé. L'actuelle précise la prescription de l'action publique, c'est-à-dire que la loi pénale n'est plus d'application pour cette affaire. Et cette affaire qui devait être traitée par les mécanismes de justice transitionnelle a été utilisée pour des fins politiques, spécialement les fins électorales de 2020. Et cela démontre à suffisance cette politisation de la justice. Ne pas vouloir partager le pouvoir ainsi que couvrir les auteurs des violations des droits de l'homme sont les unes des raisons qui poussent les autorités du pays à instrumentaliser l'appareil judiciaire. Il y a une seule raison essentiellement. L'instrumentalisation de l'appareil judiciaire, c'est pour exclure de la vie politique et même sociale ceux qui ne sont pas dans la ligne des tenants du pouvoir.
en les accusant d'une quelconque infraction à la loi. Par exemple, il y a au Burundi près de 7000 prisonniers politiques, mais qui ont été condamnés ou qui sont accusés d'infraction à la loi. Donc, si vous posez la question au président de la République ou au ministre de la Justice de savoir combien il y a de prisonniers politiques, ils vous répondront qu'au Burundi, il n'y a pas de prisonniers politiques, et pourtant, il y en a. Mais ils sont condamnés ou accusés sous couvert d'accusations d'infraction à la loi. Ce qu'on utilise souvent au Burundi, c'est atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et ça, c'est une infraction fourre-tout. C'est essentiellement la raison, c'est là de l'instrumentalisation. Mais il y a aussi une autre raison, c'est celle de couvrir des criminels, mais des criminels qui sont dans les grâces du pouvoir. On instrumentalise le pouvoir judiciaire pour les innocentés, par exemple. On a déjà vu beaucoup de gens, des policiers qui ont commis de graves infractions, mais qui sont innocentés par le système judiciaire, qui sont condamnés à des peines ridicules qui n'ont rien à voir avec la gravité des crimes qu'ils ont commis. Voilà, grosso modo. La mise en place des juges, la nomination des juges, tout cela tient à l'instrumentalisation même de l'appareil judiciaire. Lorsqu'on parle d'instrumentalisation de l'appareil judiciaire, cela comprend aussi la manière dont fonctionne ce système et la manière dont sont nommés les juges. Il y a des juges qui sont plus des militants du parti au pouvoir que des juges indépendants. On n'est même plus juge quand on manifeste des opinions politiques. Même si la situation se présente ainsi, le défenseur des droits de l'homme au Burundi, Maître Lambert Nigarura, souligne que la constitution burundaise stipule clairement que le pouvoir judiciaire doit fonctionner en toute indépendance. Selon lui, si l'appareil judiciaire n'est pas indépendant, des conséquences néfastes s'en suivront. Et là, on se demande comment est-ce que la justice devait fonctionner dans la situation normale. Cette question est très simple, car le fonctionnement de la justice, comme les autres organes, sont bien tracés par la Constitution, qui est la loi fondamentale du pays. Et là, je parlerai de l'article 214 de la Constitution burundaise qui précise clairement que le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. C'est-à-dire que les trois pouvoirs doivent être mis au même pied d'égalité, et cela consacre un pays démocratique. Malheureusement, le pouvoir exécutif interfère sur le pouvoir législatif et grave le pouvoir judiciaire. Et quelles sont les conséquences? D'abord, l'alinéa 2 de cette disposition précise clairement que l'exercice de ces fonctions, le juge n'est soumis qu'à la Constitution et la loi. Mais aujourd'hui, les juges disent la plupart des fois qu'ils attendent l'ordre ou la décision prise au niveau des permanences du parti au pouvoir. Et cela viole cette disposition, viole la Constitution et viole la séparation du pouvoir consacrée par cette Constitution. Les conséquences sont donc multiples. Le pays est complètement dirigé comme une jungle, comme la forêt. C'est la loi du plus fort qui est d'application. Et cela est un impact négatif et cela détériore le pays comme nation. Donc le fondement d'un pays, d'une nation est tout simplement mis à l'écart, ce qui est une détérioration grave et le pays est gouverné sur un chaos total. En conclusion, Maître François Nyamoya précise que pour que l'appareil judiciaire puisse fonctionner en toute indépendance, les autorités à la tête du pays devraient avoir un esprit patriotique. C'est la volonté d'instrumentaliser l'appareil judiciaire. Vous ne pouvez pas instrumentaliser un appareil qui est indépendant. Donc, il n'y a pas d'indépendance et c'est voulu. C'est comme un service à qui on donne des ordres. Ceux qui profitent de cette situation sont ceux-là même qui gouvernent le pays par l'exclusion. Ce sont eux qui profitent de l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire. Mais c'est un profit à courte vue, puisqu'ils ne resteront pas au pouvoir. Il y aura un retour du bâton. Le jour viendra où ils devront rendre des comptes. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de discours à faire là-dessus. Chacun sait comment devrait fonctionner le système judiciaire. Donc il y a des lois qui doivent être appliquées. C'est tout. À contrario, ça devrait fonctionner mieux. Donc un système judiciaire indépendant, et ne pas être au service du pouvoir. Personnellement, je pense qu'il n'y a rien à espérer comme amélioration du système judiciaire sous la gouvernance du CNDD-FDD. Parce que pour améliorer la situation, cela demande des dirigeants qui aiment leur pays et sa population. Et je n'en vois pas parmi ceux qui gouvernent le Burundi.
C'est ici que nous clôturons la rétrospective dans les secteurs judiciaires et droits de l'homme de cette année 2020. Merci aux invités, merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive, sans oublier mon confrère Trésor Nyongabo. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Meilleurs vœux à tous pour l'année 2021. Merci à Nadège Irakodze. C'est donc Nadège Irakodze qui vous a présenté la rétrospective 2020 dans le secteur de la justice et droits de l'homme et non pas Trésor Nyongabo comme je l'avais annoncé. C'est par ici, amis chers auditeurs et autrices, que prend fin ce magazine Humura Burundi de ce dimanche 27 décembre 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à MSTV Nyungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nilina Hazoué. Excellente soirée dominicale chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.